Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Lorraine à Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Aujourd'hui, nous avons la joie, l'honneur et l'avantage de recevoir Natacha Calestrémé. Bonjour Natacha. Bonjour Evelyne, ravie d'être là avec vous. C'est aussi un honneur pour moi. Donc Natacha, je pense que vous êtes très connue des personnes qui nous écoutent. Vous êtes journaliste, vous êtes réalisatrice, vous avez participé à ces fabuleuses expériences extraordinaires, ces émissions qu'on trouve encore sur le site de l'INRES. Vous êtes écrivaine, vous avez écrit de nombreux ouvrages dont certains sont des best-sellers comme Trouver ma place et les clés de mon énergie, 1 million de d'ouvrages vendus pour les clés de mon énergie, ce qui est vraiment De lecteurs, incroyable. hein, de lecteurs, c'est pas Ouais, d'ouvrages vendus, hein, voilà, c'est pas autant. c'est déjà énorme. Et vous venez de publier chez Albin Michel Se donner toutes les chances. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, déjà, moi, je voulais vous remercier de faire entendre votre voix, hein, parce que voilà, vous êtes connu, donc c'est un étendard, ce livre qui, à la fois, réconcilie la médecine non conventionnelle et conventionnelle, et aussi, et je trouve que c'est important, qui réconcilie la santé avec la spiritualité. Ouais, mais merci. Effectivement, c'est vrai que j'ai souhaité à travers ce livre, qui ne contient pas de protocole, mais offrir un cheminement pour les personnes qui sont malades ou ont été malades, ou voilà, pour voir notre rapport à la maladie de manière totalement différente et considérer peut-être notre santé, notre rapport aux soins autrement. Voilà, c'était vraiment l'objectif. Qu'il nous reste quelque chose après pour que le plus tard possible, si on est malade, on puisse avoir des outils pour avancer, se penser autrement et se donner plus de chances, effectivement, d'aller mieux. Alors, il n'y a pas de protocole à proprement parler, mais il y a un carnet où vous donnez quand même Ah, ça, des c'est bien. conseils, et Oui. donc on y Ah, je suis contente reviendra. que vous disiez ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce petit carnet que j'ai voulu très pratique, très ludique pour justement se dire, tiens, je suis malade, quelles sont les étapes? Tout à fait. Alors, je pense que ce livre apparaît à un moment opportun parce que je pense que notre rapport à la santé, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, a changé depuis le Covid. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant finalement dans le Covid? Alors, j'aime bien d'intéressant parce qu'effectivement, on a tendance à dire que quand on vit des épreuves et des choses qui sont extrêmement difficiles, que le sort s'acharne, que tout va mal. Mais si on essaie de faire ce petit pas de côté qui, comme je le précise, est que dans chaque épreuve, même très dure, se cache un cadeau mal emballé, cadeau que l'on va découvrir plus tard avec le temps, et bien finalement, moi, ce que j'ai découvert, c'est que le Covid et le confinement nous a obligés à nous arrêter, à peut-être considérer qu'on n'allait pas bien, parce que tant qu'on avance, finalement, on ne se rend pas vraiment compte que ça va pas bien. Et comme la médecine classique était devenue une médecine d'urgence, on s'est retrouvé finalement tout seul et un peu perdu, avec des querelles entre les scientifiques qui n'étaient pas d'accord, donc avec un sentiment finalement de ne pas savoir que penser, de ne pas savoir comment se positionner, et, et les gens se sont rendus compte en plus qu'ils allaient mal. Donc que faire? Et, et c'est là où finalement je me suis dit, euh, et si, alors c'est pour ça que peut-être la clé de votre énergie, trouver ma place, ont eu leur succès, c'est que ça permettait finalement de travailler sur soi-même tout seul, en prenant conscience que dès qu'on vit une épreuve, on peut perdre d'énergie, que voilà, qu'il y a des choses qui se répètent. Bon, on va pas revenir dessus. Mais euh, c'est aussi finalement se dire que la médecine conventionnelle n'est pas une option, qu'elle est indispensable, mais qu'il existe d'autres pratiques très intéressantes en complément,
de cette médecine conventionnelle qui peuvent apporter un vrai plus dans dans la guérison grâce à des traitements conventionnels, mais aussi pour se relier à la vie dont on va voir, j'imagine, ensemble, combien finalement la manière de se positionner, les pensées positives, tout ce qui nous relie à du sens, à quelque chose qui nous permet de voir notre maladie, notre épreuve de notre prisme, eh bien, nous sort de l'état de victime finalement et nous rend agissants, peut nous permettre de, voilà, de nous impliquer et on a un rôle à jouer. Voilà. Et c'est en cela que finalement ce confinement nous a permis de voir les choses autrement. Et votre livre nous invite aussi à réfléchir un peu plus loin, parce que c'est vrai que pendant le Covid, les experts, les réels experts scientifiques n'étaient pas d'accord entre eux, mais les personnes qui ne connaissent rien à la médecine n'étaient pas d'accord entre elles non plus. C'est-à-dire que tout le monde est devenu médecin, tout le monde est devenu expert sans rien y connaître. Et finalement, on trouve un petit peu ce mouvement-là aussi avec les médecines non conventionnelles, des personnes qui sont pour ou contre, mais sans finalement s'être penché réellement sur les recherches. Complètement, Evelyne, et vous avez raison de le dire. C'est vrai que on a vu aussi des dérives poindre, tout simplement parce que les gens s'autoproclamaient thérapeutes, s'autoproclamaient guérisseurs ou je ne sais quoi, et avec les dérives qu'on connaît, et que là aussi, comme ces pratiques finalement ne sont pas évaluées, ne sont pas réglementées, eh bien, on peut aller au-devant de problèmes graves où certaines personnes qui ne sont pas, qui ne sont pas médecins vous disent d'arrêter un traitement et on va au-devant de la catastrophe. Donc, c'était effectivement aussi un moyen de tirer la sonnette d'alarme et de dire attention, des dérives existent, euh, qu'on ne peut pas résumer et mettre à la poubelle une pratique au prétexte que l'un de ses représentants a fait une erreur, parce que bah, pour la médecine conventionnelle, on sait très bien qu'il y a des procès au pénal pour des viols, pour même meurtres, etc. C'est pas pour ça qu'on condamne la médecine conventionnelle, jamais de la vie. Mais voilà, il faut éviter de tirer à boulet rouge sur une pratique en disant un tel a fait une erreur, donc toute cette pratique-là est nulle. Néanmoins, il y a des charlatans, on le sait, et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle ce livre aussi existe, c'est que si les médecins s'ouvraient un peu plus à ces pratiques, on oserait les solliciter, on oserait leur dire, docteur, je vais voir un kinésiologue, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais voir un hypnothérapeute, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, euh, je vais faire une constellation familiale, qu'est-ce que vous en pensez? Or là, bien souvent, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Evelyne, eh bien, on n'ose pas en parler à notre médecin parce qu'on a peur d'être moqué et que les médecins eux-mêmes qui se forment ou les thérapeutes qui se forment à ces pratiques complémentaires souvent ont du mal à dire à quoi elles se sont formées parce qu'elles ont peur d'être raillées. Tout à fait. Et je pense que le fait d'avoir aussi interviewé dans votre livre des personnes qui ont pignon sur rue et où la qualité professionnelle n'est pas suspecte est vraiment très important. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ces différents experts? Avec plaisir. Alors, le premier qui était évident pour moi, c'est le professeur de médecine Gérard Osterman, qui est également psychothérapeute et qui a en plus l'avantage d'avoir fait au tout début de sa thèse des recherches sur l'exercice illégal de la médecine. C'est quelqu'un d'ouvert qui appartient au CUMIC, qui est un collège d'universitaires qui s'intéresse aux médecines complémentaires. Et donc, pour moi, il était imparable. D'autant plus qu'il a énormément de références, qu'il donne des cours partout, il est extraordinaire. Le deuxième, c'était Thierry Janssen, qui est médecin, qui est également psychothérapeute, ancien chirurgien et urologue, et qui a vraiment, je dirais, l'avantage d'être
un des rares médecins à s'être formé à presque toutes les pratiques. Donc, il peut vraiment en parler parce qu'il s'est formé lui-même. Ensuite, il y avait le professeur de psychiatrie Jacques Besson, parce que je souhaiterais avoir vraiment cette dimension psy et psychiatrique et même spirituelle, voilà, puisqu'il en parle, sur ce rapport à la maladie. Et la dernière, Isabelle Mansuy, qui est une femme, et ça j'en suis bien contente, et qui est docteur en neurobiologie et professeure en neuroépigénétique, pionnière en hérédité épigénétique. Donc, et pourquoi c'était intéressant pour moi l'épigénétique? Parce que c'est vraiment euh, la science, la discipline qui, de mon point de vue, permet de relier la médecine conventionnelle et les autres pratiques. C'est vraiment ce qui, pour moi, fait le lien, voilà, entre la science dure et puis une autre dimension. Alors la santé, finalement, c'est difficile à définir. Il y a d'un côté la santé, la maladie et le malade. Hein, je dis toujours, mon mari, il est diabétique depuis ses 18 ans, il a une maladie, mais il n'est pas malade. Et j'ai des patients qui souffrent de migraines parfois extrêmement invalidantes, qui n'ont pas de maladie et qui pour autant sont malades. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que disent les experts par rapport à justement ce rapport malade-maladie? Alors, ils citent tous, en particulier Gérard Osterman, le philosophe Canguilhem, qui dit que la maladie, c'est une tentative de l'organisme de retrouver un équilibre dans une situation perturbée. Et à travers les exemples que vous citez, en effet, et là c'est Thierry Janssen qui en parle, effectivement, dans le cas de diabète, lorsque on est bien traité et qu'on a trouvé une situation qui est finalement équilibrée, on n'est plus malade. Et donc, ça permet de voir les choses autrement. Et la migraine, eh ben, ça crée effectivement un déséquilibre à l'intérieur de nous. Donc, en soi, on n'est pas malade et pourtant, c'est une maladie chronique sur laquelle, pour laquelle finalement on reste bien démunis et les gens sont vraiment perdus par rapport à ces maladies chroniques. Et c'est en ça que finalement, d'autres ouvertures peuvent aider éventuellement. Et là, je vais citer Jacques Besson qui précise que l'OMS dit que la bonne santé, c'est un état où notre partie physique, morale, sociale, parce que euh, quand on vient de perdre son emploi, qu'on est au chômage, on n'est pas malade, néanmoins, on va pas bien du tout. Et donc c'est social. Et Jacques Besson rajoute spirituel. On n'y pense pas souvent. Et pourtant, depuis la charte de Bangkok de 2005, l'OMS a rajouté la spiritualité, un état spirituel, voilà, de bien-être spirituel aussi. La spiritualité n'étant pas la religion, mais notre capacité à nous relier à plus grand que soi, à notre capacité à nous projeter guéris, à notre capacité de croire en nos ressources, en fait, pour guérir. La spiritualité, c'est tout ça, c'est notre confiance en soi, voilà, nos ressources, mais aussi le moyen de se relier à plus grand que soi. Certains vont dire Dieu, d'autres vont dire l'univers, d'autres la lumière, que sais-je, ou tout simplement une force, une énergie. Voilà. Et donc, et c'est même aussi un sens dans le sens où développé par Viktor Frankl, voilà, qui est le sens de la vie. Qu'est-ce qu'on met dans ce sens de la vie? Qu'est-ce qu'on met dans cet objectif de vie? Voilà. Et la bonne santé, c'est tout ça, c'est ce bien-être sur l'ensemble de ces domaines-là. Voilà. Et la maladie, bah, c'est un déséquilibre dans un de ces domaines ou plusieurs de ces domaines. C'est vrai que je pense que peu de gens savent qu'en fait l'OMS reconnaît la dimension spirituelle dans la santé. C'est vraiment important de le souligner parce que certaines personnes ont tendance à nier cet aspect-là. Hein. Déjà, on a divisé le corps et l'esprit, mais on a aussi divisé le corps, l'esprit et la spiritualité.
Et c'est en plus, euh, on le voit bien dans le livre, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est combien cette ressource est importante dans le moyen, finalement, d'avancer sur le chemin de la guérison. Quand vous êtes malade et que on va rechercher le symptôme, c'est très bien. C'est très bien parce qu'il faut enlever ce symptôme, enlever les éléments pathogènes, virus, bactéries, microbes, mais en se focalisant ainsi sur le symptôme, on a parfois tendance à nous réduire à ce symptôme et nous-mêmes, par habitude, on se réduit nous-mêmes à ce symptôme presque en se définissant par ce symptôme. C'est le professeur Osterman qui dit c'est une fausse identité que l'on se donne. C'est-à-dire que je suis diabétique, je suis anorexique, je suis migraineux, euh, mon cancer, ma migraine, euh, mon trouble de l'attention. Bon. Si on se réduit finalement, si on réduit notre identité à notre symptôme, ça ne peut que continuer cet état de stress à l'intérieur de nous. Et euh, ces experts m'ont montré combien il est essentiel de se relier à nos parties saines. C'est Claire Ciré, qui est médecin et qui appartient au Conseil de l'Ordre des médecins, qui dit si un patient atteint d'un cancer qui suit une chimiothérapie, je lui propose de faire du yoga et des balades en forêt à côté. Je vais lui permettre finalement de se rendre compte que son corps, ce n'est pas simplement une partie malade qui est en train de dégénérer en cancer, mais qu'elle peut bouger son corps, qu'en faisant du yoga, il y a des parties saines en elle, qu'en se mettant en mouvement, la vie est à l'intérieur d'elle, qu'en allant se promener dans la forêt, elle va se rendre compte que les bourgeons sont en train d'éclore et qu'il y a des feuilles partout, que finalement cette vie se renouvelle sans arrêt et que de façon totalement induite, cette vie qui fonctionne à l'intérieur, à l'extérieur d'elle et qui se renouvelle sans arrêt, ben, elle se renouvelle aussi à l'intérieur de soi. Et quelque part, c'est un message totalement induit. Si les pâquerettes sont à nouveau en train de revenir alors qu'on ne les a pas vues depuis le mois d'octobre, eh bien peut-être que moi aussi, il y a des cellules qui peuvent revenir, des cellules saines, comme des pâquerettes dans quelques temps, quand la chimiothérapie aura fait son effet. Et donc, le fait d'ainsi se relier à nos parties saines en faisant des activités qui se révèlent plus de l'ordre du bien-être, mais qui induisent finalement un cheminement qui aide à la guérison, c'est essentiel. C'est essentiel. Et euh, et donc, Claire Ciré, elle rajoute finalement ce qui est important, c'est pas tellement euh, les pratiques à côté qui sont gênantes, mais la place qu'on leur donne. Si je demande de prescrire, enfin de proscrire, pardon, la chimiothérapie pour uniquement les balades en yoga, les balades en forêt et le yoga, je vais probablement condamner la personne. Alors que si je leur dis, leur donne leur vraie place du bien-être qui aide à la guérison, là, je donne finalement aux patients toutes les chances d'aller mieux. Et c'est le docteur Janssen qui dit aussi également une chose à propos du cancer. J'aime beaucoup sa métaphore. Il dit soyez conscient et de- du traitement que l'on vous donne, posez des questions pour ce qu'on va vous faire et vous proposer euh, et accepter le traitement plutôt que de lutter contre. Parce que si on va voir, bah, dans le cas de cancer, oh là là, j'ai une chimiothérapie, oh là là, mais c'est horrible, et ça va me faire ça, et ça c'est, et on se focalise sur les effets secondaires, etc., et tout ça. Bon, alors que si on imagine que cette chimiothérapie, c'est finalement comme une armée à l'intérieur de soi, qui va lutter contre les cellules qui se développent de manière anarchique, qui ne devraient pas être là, que chaque fois que finalement on va aller faire une séance, on est joyeux.
de se dire, ça me donne mal l'émotion, je ne sais pas pourquoi, mais on est joyeux de se dire, mais je donne, je vais prendre un traitement qui va enlever des choses qui gênent mon corps et qu'on se positionne ainsi, eh bien, les choses évoluent. Et c'est pour ça que je parle d'un cheminement à travers ce livre. C'est vraiment une autre manière de voir les choses, de changer de rapport, en fait, par rapport à la maladie et aux soins. J'aime beaucoup ce que vous dites et donc ce que Thierry Janssen dit parce qu'en fait, moi, je donne cours sur hypnose et cancer. Et donc, c'est une des choses que j'enseigne aux hypnothérapeutes, c'est de permettre aux personnes de voir leur traitement de façon différente parce que le cadrage, la manière dont on voit son traitement va aussi augmenter les effets secondaires, hein. Et donc, je reprends effectivement la métaphore que vous avez donnée, c'est une sorte de guerre civile à l'intérieur et on va avoir nos propres armées intérieures et puis on peut faire appel à l'OTAN, à d'autres armées de l'extérieur, c'est-à-dire la chimio et d'autres, l'immunothérapie, etc., qui va venir en aide au corps. Et donc, c'est vrai que la manière dont on voit les choses va terriblement modifier le vécu par rapport au traitement. Alors, vous dites aussi que, et vous l'avez vraiment bien mis en évidence, on est dans une médecine conventionnelle d'urgence qui s'intéresse principalement aux symptômes, hein. Et donc, bah, qu'est-ce que vous dites ici aussi? C'est important de travailler sur les symptômes. Et là, on revient à cette médecine non conventionnelle. Mais à côté de ça, on peut avoir une autre médecine qui s'intéresse aux parties saines de nous. Et ces parties saines, c'est finalement celles sur lesquelles on compte pour aller mieux. C'est celles sur lesquelles on s'appuie pour traverser ces épreuves. Et donc, c'est vrai que dans la médecine conventionnelle, on s'intéresse aux symptômes. Malheureusement, cette dérive, je la reconnais aussi, moi, chez les hypnothérapeutes, hein, parce que je suis formatrice en hypnose. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup des stagiaires, quand ils parlent de leurs patients ou de leurs pratiques, bah, ils travaillent sur les symptômes. Par exemple, sur les problèmes de poids. Ils vont s'intéresser à la réduction, comment aider les personnes à réduire la quantité d'aliments. Or, on sait par exemple qu'un grand nombre de personnes qui souffrent d'obésité ont vécu des traumatismes dans l'enfance. Et donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces médecines, qu'elles soient médecine santé ou médecine santé mentale, qui s'intéressent finalement uniquement aux symptômes et pas à la cause? Alors, dans l'anamnèse, hein, ce qu'on appelle la recherche des antécédents et du vécu de la personne, s'intéresser aux symptômes, même dans le cas de pratiques thérapeutiques basées sur le psychique, c'est intéressant pour avoir un point de départ, on va dire. Mais effectivement, je vous rejoins, c'est un point de départ, parce qu'après, effectivement, c'est important de chercher la cause, même si bien souvent, le patient lui-même ne sait pas pourquoi il a ce problème. Et en hypnose, très souvent, euh, ce qui est intéressant, c'est effectivement soit par le biais de la métaphore, soit par le biais comment dire, d'une histoire, pouvoir, ou même dans la recherche des antécédents traumatiques, d'aller finalement chercher euh, d'où vient le problème. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, voilà, euh, pour le réinformer et finalement faire en sorte que la personne euh, s'en libère. Euh, je dirais que l'intérêt, ce serait... je donne mon avis, je ne détiens pas la vérité, hein. C'est ma façon de voir les choses. Après, tous les thérapeutes qui nous entendent feront comme bon leur semble et en fonction de leur propre pratique. Mais j'ai tendance à dire que ce qui est intéressant, c'est plus que le symptôme, c'est rattaché aussi au physique, à la sensation physique. Si une personne a une douleur, bon, c'est un symptôme. Euh, S'intéresser finalement à cette douleur pour la voir évoluer. Je ne sais pas si vous connaissez, Evelyne, la méthode Tipeee.
Oui, je connais la méthode Tipeee. Peut-être que tout le monde ne connaît pas, donc ce serait intéressant que vous nous décriviez en quelques mots la méthode. Alors, on l'aborde à l'intérieur du livre simplement pour l'émotion qui vient instantanément. Parce que Luc Nicon, qui est l'inventeur, me disait que pour une émotion douloureuse du passé, il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui a été formé. On ne peut pas faire cette pratique-là tout seul. Mais le principe, c'est finalement une technique comment dire, qui laisse euh, qui nous permet de faire évoluer la douleur simplement en la regardant, en étant attentif à l'intérieur de notre corps, de cette douleur qui est là, peut-être de deux ou trois autres, et de les faire évoluer. Et le simple fait de, de, de regarder cette douleur à l'intérieur de soi, étrangement, va la faire partir. Alors, on parle d'une douleur physique qui viendrait dans le cas d'une émotion douloureuse dans l'instant. Lorsque c'est une douleur physique, donc on a somatisé après une douleur, un trauma, on a vécu des années, ça ne va pas partir comme ça, et c'est un travail auprès d'un thérapeute qui est absolument nécessaire. Mais euh, revenir en fait à soi, à notre corps et aux sensations physiques est quelque chose de vraiment important. Et, euh, et en effet, je pense que euh, c'est essentiel de, quelle que soit la thérapie, de ne pas se focaliser sur ce symptôme parce que finalement, on va réduire la personne à son échec. Euh, Est-ce que vous arrivez à maigrir? Non. Est-ce que vous avez fait des régimes? Non. Est-ce que vous faites du sport? Non. Euh, alors, moi, j'ai même une personne à qui on a dit revenez me voir quand vous aurez perdu 20 kilos. Bon, donc on vient chercher les solutions et finalement, on a une humiliation et une punition. Je ne peux pas vous guérir tant que vous ne faites pas un petit effort, hein. Bon, c'est terrible de s'adresser aux personnes comme ça. Mais euh, j'ai même vu un grand hypnothérapeute s'adresser à une personne de mon entourage qui est en obésité et qui n'a même pas cherché à poser des questions sur ce qu'il aimait, ce qu'elle aimait pas, et qui l'a tout de suite mis dans une position en lui disant, imaginons que vous êtes sur l'eau parce que ça correspondait à un schéma pour cette personne, alors que la personne qui avait cette obésité avait une phobie de l'eau et failli se noyer. Donc finalement, au lieu de lui apporter une solution, on lui a placé dans une panique dont elle ne pouvait pas parler parce que elle n'était pas là pour ça, mais et donc complètement passée à côté. Et l'erreur, ce serait de calquer finalement une technique par rapport à toutes les personnes. Je crois que l'important, c'est de s'adapter à la personne et adapter le traitement en ayant fait voilà, cette alliance thérapeutique qui fait que finalement chaque thérapeute s'adapte au, à la personne réellement et qu'elles vont trouver ensemble le bon traitement qui lui convient. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question. Oui, oui, et vous mettez bien en évidence le fait qu'il y a encore un grand travail à faire par rapport à l'accueil. Les médecins, pour accueillir leurs patients, ont encore des choses à apprendre. Et alors, vous relevez une recherche qui a été faite qui montre que le diagnostic que reçoit un patient peut changer pour un même médecin en fonction de son humeur. Complètement. Alors, juste avant de venir sur ce point, c'est vrai que Gérard Osterman cite une étude où les médecins finalement interrompent leurs patients au bout de 18 secondes, alors que si on a tout le temps finalement d'exprimer notre problème jusqu'à qu'en pensez-vous, docteur, on arrive à 1 minute 32. Mais je dirais, pour quand même aller dans le sens des médecins, qui sont à plus de 50 heures par semaine, est-ce qu'on peut décemment leur demander plus? Je crois pas. Je crois pas parce que aujourd'hui, la moyenne d'âge des médecins, c'est 53 ans et 30% d'entre eux ont plus de 63 ans.
Bon. Donc, aujourd'hui, on a une désertification au niveau des médecins. Ils ne peuvent pas décemment passer beaucoup de temps. Et là, il y a peut-être des choses, effectivement, qui devraient être, qui devraient évoluer pour aider les médecins à faire correctement leur travail. Ils font du mieux qu'ils peuvent, ça, c'est sûr et certain. Après, ce que vous avez dit, c'est effectivement et ça, c'est le professeur Osterman qui en parle, euh, que il arrive bien souvent qu'en psychiatrie, le diagnostic qu'on va poser sur nous dépende de l'humeur ou de l'état d'esprit ou du vécu du psychiatre ou du thérapeute. C'est-à-dire que, imaginons que je vais voir quelqu'un et qu'il soit sensible à ma tristesse, il va me diagnostiquer une dépression et me donner les médicaments adéquats. Imaginons que il soit attentif au fait que je pars dans tous les sens, que je suis pas cohérente, il va me diagnostiquer un trouble de l'attention. Euh, Si jamais je fluctue et que je passe finalement d'un état un peu hystérique à un autre moment un peu down, il va me dire, mais vous êtes bipolaire. Et puis, il y a aussi finalement, oui, si jamais je suis par contre très stressée et que je n'arrive pas vraiment à m'exprimer, il va diagnostiquer un syndrome de stress post-traumatique et me donner à nouveau un médicament. Voilà. Alors, est-ce que potentiellement ces diagnostics sont réels? Est-ce que ça m'a permis ou est-ce que ça va me permettre de trouver la cause de ce problème? Pas sûr. Est-ce que n'y a-t-il pas le risque que si je parte avec l'étiquette posée sur mon front, euh, hyperactif, euh, euh, dépendant affectif ou etc., je puisse me dire finalement, me positionner dans la vie en me disant je suis comme ça et être dans une situation complètement de victime de la vie en disant je suis comme ça et je peux rien y faire. Voilà. Donc ça, effectivement, ça pose question et on a parfois tendance à rester avec une étiquette posée sur le front. Je suis comme ça et qu'est-ce que j'y fais? Je prends des médicaments, est-ce que ça change? Voilà. Alors que certaines pratiques peuvent permettre d'aller chercher euh, quel- qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé à un autre moment de la vie, est-ce qu'il y a des héritages émotionnels comme Anne Ancelin Schutzenberger l'évoque en psychogénéalogie. Tout ça, ce sont des questions intéressantes qui permettent d'avoir un autre prisme finalement sur notre trouble et qui peuvent aider à entrevoir des solutions ou en tout cas à ne pas baisser les bras et se dire que je ne peux rien y faire avec ce diagnostic. Oui, ça peut aller loin, hein. J'ai une de mes patientes qui a été diagnostiquée schizophrène alors qu'elle avait un stress post-traumatique important. Elle avait vécu des viols dans sa jeunesse et elle a même été enceinte de son père et donc elle a eu un enfant de son père. Et donc, personne ne s'est jamais dit avant ça que c'était un trauma et donc elle a été diagnostiquée schizophrène parce qu'elle entendait des voix. Cette dame n'est absolument pas schizophrène et donc effectivement, ça peut aller loin. Et j'ai eu une dame qui m'avait écrit et qui, psychothérapeute, et qui me disait ma fille a été diagnostiquée bipolaire, mais aussi un peu de schizophrénie. Elle était anorexique et elle avait été internée à sa propre volonté. Enfin, c'est sa fille qui avait 24 ans avait souhaité être internée. Et elle m'avait dit
qu'est-ce que je peux faire pour elle, etc. Et tout ça. Et elle me parlait je lui dis, voyez dans votre vie ce que vous avez pu, parce qu'elle me disait en tant que thérapeute, psychothérapeute, j'ai fait un très gros travail parce qu'il m'est arrivé certaines choses, il est arrivé ces choses-là à ma fille, etc., etc. Bon. Et c'est amusant parce que finalement, enfin c'est amusant, euh, ce qui est troublant, c'est que cette psychothérapeute, je ne sais pas précisément ce qu'elle a fait, mais elle a mené un travail sur sa propre vie, sur des choses qui la polluaient et peut-être des choses qu'elle projetait inconsciemment sur sa fille, notamment des peurs. Et quand on est maman, en tout cas, je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, à quel point les peurs que j'avais pouvaient résonner sur nos enfants. C'est impressionnant. À partir du moment où tout d'un coup on dit, oh, bah, après tout, c'est sa vie, il va comprendre des choses, et puis c'est sa vie, et puis, comment dire, c'est finalement quand on se relève qu'on se sent plus fort, et, et bien tout d'un coup, la personne va mieux, l'enfant va mieux, alors qu'on n'a rien fait. Simplement, on projette moins des peurs. Alors, il n'est pas question de culpabiliser sur le fait que ben, on fait des choses et que ça peut polluer nos enfants. Nos parents ont fait de même avec nous, c'est la vie. Mais cette personne-là, cette psychothérapeute, m'a écrit en disant, j'ai j'ai travaillé sur moi, je me suis libérée de certaines de mes peurs, de traumatismes que j'avais, et ma fille va mieux. Alors on peut dire le hasard, c'est possible aussi. Euh, c'est possible aussi. Sauf que quand les cas comme ça se répètent, bah, ça reste troublant. En tout cas, ce que je retiens aussi de votre livre, et c'est ce que vous mettez en lumière dans ce que vous dites maintenant, c'est que le mal-être n'a pas une cause unique souvent. En tout cas, c'est multidimensionnel. Ça peut être effectivement nos parents qui vont pas bien et qui influencent notre bien-être. Ça peut être notre santé physique, ça peut être sociologique, ça peut être spirituel. Et je pense que c'est Thierry Janssen qui dit bah, qu'en fait, il y a plus d'une voie pour arriver à la santé. Et ça dépend beaucoup du sens qu'on va donner. Donc, on peut donner un sens spirituel, on peut donner un sens plus psychologique, familial, etc. Ce qui importe, c'est de trouver une voie qui donne du sens. Absolument. Effectivement, l'erreur d'ailleurs que de certaines pratiques complémentaires, c'est de parfois résumer une guérison à une seule technique. C'est une vraie dérive parce que, vous venez de le dire, nous sommes des êtres complexes, multidimensionnels. La maladie est bien souvent multifactorielle et que on ne peut pas résoudre une guérison, enfin résumer une guérison à une seule technique. J'ai parfois des personnes qui me disent, oui, j'ai fait tel protocole, j'avais fait 10 ans de psychothérapie et tout d'un coup ça a marché. Oh là là là. Je dis oui, mais peut-être que si vous n'aviez pas fait 10 ans de psychothérapie, ça n'aurait pas marché. Vous êtes dans un état d'esprit où peut-être que grâce à ces psychothérapies, eh bien, vous avez compris le lien entre vos épreuves, des blessures que vous traînez, des choses que vous reproduisez, et peut-être que si vous n'aviez pas fait ce lien dans les séances, vous n'auriez pas euh, pu vous sortir, vous libérer de certaines choses. Et euh, également, Thierry Janssen aborde un exemple que j'aime bien. J'ai beaucoup traité la question de la place, de l'invisibilité, voilà. Et je lui dis, euh, j'ai plein de personnes qui m'ont dit, oui, je trouve pas ma place parce que mon père, finalement, il était invisible par rapport à ses frères et sœurs, parce que telle grand-mère, une autre va me dire, telle grand-mère avait été harcelée et donc être invisible, c'est finalement avoir la paix, etc. Je lui dis, comment
ne pas tomber effectivement dans le piège de dire que euh, tel problème est dû à tel autre problème de nos aïeux. Et sa réponse est assez géniale, c'est qu'il me dit, cette personne-là, s'il va voir un psychothérapeute qui lui dit, qui fait l'anamnèse de son patient et qui lui dit, ben voilà, vous m'avez expliqué que votre père, vos parents étaient très occupés professionnellement et qu'ils voulaient que rien ne bouge, que les enfants soient invisibles parce qu'ils étaient trop fatigués, sinon vous ramassiez des baffes. Bon, eh bien, vous avez pu penser qu'effectivement, dans votre enfance, être invisible, c'est avoir la paix, pas recevoir les coups de nos parents. Et que si ce psychothérapeute vous dit, oui, mais aujourd'hui, vous avez 30 ans, n'est-ce pas? Et que avec toutes vos ressources, comment dire, vos ressources professionnelles, vos ressources de maman, vos ressources de père, vos ressources, voilà. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes en mesure de vous dire que vos parents ne vont pas vous battre et que vous avez droit de vous exprimer. Et si ça parle à la personne, eh bien, peut-être qu'elle va trouver sa vraie place et cesser d'être invisible. Et Thierry Janssen continue en disant, mais imaginons que cette même personne va voir un guérisseur, parce que ça correspond à ses coutumes dans la famille, on va voir des guérisseurs, et que le guérisseur en question lui dit, mais vous savez, si vous avez ce problème d'invisibilité, c'est parce que votre grand-père avait volé son voisin. Et donc, dans la vie d'après, maintenant, il vous rend invisible parce qu'il veut absolument que vous répariez cet état de fait. Bon, et que ça lui parle. Que le guérisseur lui fait un acte psychomagique en disant je vous libère de toutes ces petites choses, etc. Et que ça lui parle encore une fois. Eh bien, ça va marcher aussi. Et reprenons un troisième exemple. Imaginons que cette personne aille voir un psychothérapeute spécialisé en transgénérationnel ou quelqu'un qui veuille faire, qui sache faire, par exemple, ou qui soit disposé pour faire des protocoles de libération émotionnelle et qui dise, voilà, ma grand-mère a été violée, être invisible, c'est avoir la paix. Mon grand-père a fait la guerre et finalement, être invisible, c'est ne pas être tué. C'est leur vie, ça m'appartient pas, c'est leur histoire, moi j'en ai une autre, c'est terminé, voilà. Et que ça nous parle, ben, ça va bien, ça va marcher aussi. Et c'est là où on voit que finalement, calquer une vérité, une thérapie et une seule, un traitement, on va dire, parce que ça peut être un traitement psychologique ou un traitement médicamenteux sur une personne, eh bien finalement c'est vain. L'important c'est de trouver chez la personne ce qui va faire sens pour elle, ce qui va faire écho à sa vie. Et c'est là où passer du temps à la personne, essayer de comprendre si elle a des réticences, si elle est ouverte vers la spiritualité, si elle est propice en hypnose à l'imagination ou plutôt au toucher, enfin, comment dire, au physique. Bon, voilà, tout ce qui va nous permettre finalement d'adapter notre traitement à la personne est formidable. Et c'est en cela que finalement les thérapeutes qui ont plusieurs boîtes à outils, je dirais comme vous, eh ben c'est génial parce que vous avez cet échantillon comme ça à pouvoir proposer. Et je crois qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ont des boîtes à outils importantes aujourd'hui. Oui, je pense que de plus en plus de gens s'intéressent en tant que thérapeute, effectivement, à une technique, mais aussi à plus que la technique. Et quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est le transgénérationnel. Hein, vous avez interviewé donc Isabelle Mansuy, que j'apprécie énormément, j'apprécie beaucoup ses travaux, puisqu'évidemment, comme je m'intéresse au trauma et tout ce qu'elle a pu montrer du traumatisme qui se transmet hein, sur plusieurs générations au niveau des souris. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que vous nous rappeliez ce qu'il dit aussi de la transmission positive, hein, parce que la transmission négative, on commence maintenant à mieux les connaître, hein, notamment quand on a vécu un trauma. Il y a un gène qui devrait pouvoir s'exprimer et qui ne s'exprime pas, c'est
un gène qui code, enfin, qui nous permet de gérer le stress. Donc ça, tout ça, on sait. Donc du coup, les personnes qui ont été traumatisées gèrent moins bien le stress, mais comme elles transmettent ça à leurs enfants, ils risquent aussi de moins bien gérer le stress. Mais ce qu'on sait moins, en tout cas moi j'ignorais aussi, c'est euh, qu'il y a des aspects positifs, c'est-à-dire il y a aussi un Oui, impact positif qui peut se traduire dans l'épigénétique et donc aussi être transmissible. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? avec plaisir. Alors, déjà, ce qu'elle précise, c'est que effectivement, le moindre stress peut impacter nos cellules, notre génome, puisqu'on dit plus nos gènes, on dit l'expression de notre génome, qui est beaucoup plus large que les gènes. Et alors, déjà, ce qui est important de préciser, c'est que cela peut impacter. Ce n'est pas systématique. Déjà. C'est-à-dire que certaines personnes, par rapport à certains traumas, eh bien, leurs cellules vont être impactées et pour d'autres personnes, ça ne sera pas impacté. Ça, c'est important de le dire. Ce n'est pas systématique. Bon. La deuxième notion essentielle, c'est que cela peut impacter notre descendance, mais ce n'est pas systématique non plus. Et on voit bien dans une fratrie que certains enfants ont hérité de certaines blessures psychologiques ou physiques et d'autres pas. Donc, c'est pas parce que le grand-père a une maladie, une épreuve, qu'on va en hériter systématiquement. Pas du tout. Déjà, c'est essentiel. Ensuite, ce qu'elle précise, c'est que si on en a hérité, il y a une réversibilité qui est possible. À partir du moment où on est dans une condition qui nous replace dans un environnement enrichi, c'est le terme, c'est-à-dire dans des conditions où on va trouver de la tendresse, une affection, pour ne pas dire de l'amour, dans une situation où finalement on vit un peu moins de stress que d'habitude, où on va aller voir un thérapeute. Tout ça, ce sont des conditions enrichies qui aident à la réversibilité de ce qui a été modifié dans notre génome. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle. Il y a un aspect réversible. Et ce qu'elle a montré également, c'est que pour les personnes dont le génome a été, l'expression du génome a été impactée, que ce soit par nos propres épreuves ou par celles qui sont héritées, cela nous donne des facultés, une habilité finalement à mieux réagir, à réagir plus vite face à l'adversité. C'est pas si mal. C'est ce qu'on appelle la résilience. Mais euh, on va développer des facultés pour s'adapter face à des situations qui nous placent face à une épreuve, à quelque chose de difficile. Donc, donc voilà, donc les choses ne sont pas systématiques, elles peuvent s'inverser, et quand bien même elles ne s'inverseraient pas, ça nous donne des facultés intéressantes. Et elle précise même dans l'ouvrage les aliments qui contiennent des éléments qui permettent cette réversibilité. Et je dirais, pour résumer, puisqu'on arrive lentement mais sûrement à l'été, que si vous avez l'opportunité de vous faire dans votre assiette une salade avec un, avec plein de couleurs différentes, le rouge de la tomate, du violet du raisin ou du radis violet, pourquoi pas, du orange de la carotte, du vert du haricot vert, euh, de l'oignon rouge violacé, du blanc peut-être du navet. Voilà. Plus vous allez mettre de couleurs différentes, ça me donne faim. J'en ai l'eau à la bouche. Pas vous? Si. J'imagine une bonne petite salade avec un petit filet d'huile d'olive et du sel. Eh bien, plus c'est de couleurs différentes dans l'assiette, et mieux ça favorise la réversibilité. Voilà, elle donne des petits conseils de ce genre. Oui, la méditation aussi montrait des effets positifs pour la réversibilité, hein. La méditation, absolument, vous avez raison, la méditation, toutes les thérapies, je dirais, qui sont basées sur le transgénérationnel.
Le transgénérationnel, le psychologique. Finalement, on est dans une médecine qui est très scindée corps-esprit. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que c'est pas partout dans le monde comme ça. Non, non, complètement. Et d'ailleurs, oui, même les pratiques psychocorporelles, hein, le MDR, le FT, etc., sont formidables. Oui, en effet, les choses ont évolué. C'est Thierry Janssen qui en parle. euh, à partir du moment de ce qu'on appelait en fait le miracle grec, c'est-à-dire à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, où on a commencé à ne plus vivre finalement le monde, mais à le penser pour le réduire, le comprendre et aller au plus petit pour essayer de vraiment le comprendre et le diviser. Voilà. Et ce phénomène s'est accentué au moment du siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, où finalement cette tendance réductionniste s'est accentuée et où on a finalement été convaincu que plus on allait aller au plus petit de la cellule, et plus ça nous permettrait finalement de comprendre les choses. Alors certes, c'est vrai que cette médecine et cette science s'est tellement développée dans le plus petit qu'on arrive aujourd'hui à déceler des cancers alors qu'ils sont au tout début, ce qui nous donne une chance incroyable finalement d'en venir à bout. C'est formidable. L'ennui, c'est que on a oublié que on n'était pas des pièces comme dans des pièces de voiture finalement, mais que le lien entre tout, eh bien, ce sont nos émotions, c'est notre spiritualité, ce sont nos épreuves. Et comme le dit d'ailleurs la professeure Isabelle Monsuy, on n'est jamais seul. On a toujours un environnement. L'épigénétique, d'ailleurs, c'est la discipline qui étudie les facteurs environnementaux. Et les facteurs environnementaux, qu'est-ce que c'est? L'impact des facteurs environnementaux sur nos cellules. Les facteurs environnementaux, c'est quoi? Ce sont les pollutions autour de nous, c'est notre alimentation, ce sont nos épreuves, ce sont les gens qui gravitent autour de nous, c'est notre histoire, c'est l'histoire de nos aïeux, c'est aussi notre émotionnel douloureux, notre émotionnel positif. Euh, donc, tout ça, ce sont des facteurs environnementaux. Et bien sûr qu'on s'est tous rendu compte qu'après un deuil, une rupture, la perte d'un emploi, derrière on somatise. On s'en est tous rendu compte. Et parfois même, on s'en rend compte après la réflexion euh, méchante de quelqu'un. Oh là là, purée, elle m'a dit ça. Bing, derrière, j'ai attrapé une otite ou je suis tombé malade. On somatise, on s'en rend compte. Bon. Donc l'émotion finalement a été sortie de l'équation. Et heureusement, la médecine de pointe, la psycho, neuro, endocrino, immunologie replace l'émotion dans cette équation en expliquant qu'effectivement, une émotion lorsqu'elle est douloureuse, fait chuter notre immunité et c'est ce qui nous rend sensibles aux éléments pathogènes qui nous entourent, les virus, les microbes, les bactéries. Le professeur Besson dit, s'il suffisait que les bactéries, les virus et les microbes soient autour de nous pour qu'on soit malade, on serait tous malades tout le temps. Qu'est-ce qui fait finalement la différence? Pourquoi certaines personnes tombent malades et d'autres pas? Ben, c'est justement cette chute de l'immunité qui fait qu'on devient sensible. Donc, euh, ça, ça replace en fait, on va dire, l'émotion au cœur du système, sachant qu'il ne faut pas tomber à contrario dans le fait de dire que tout n'est qu'émotion, on l'a dit, c'est multifactoriel, donc il faut prendre en compte l'ensemble. Et certaines personnes disent, et ça c'est le professeur Osterman qui dit, oui, euh, c'est pas émotionnel, je sens bien ma blessure, c'est à l'intérieur de moi. Mais c'est pas parce que l'origine est émotionnelle qu'on n'a pas somatisé, au contraire, on va avoir une maladie bien réelle, physique. Et Osterman, il dit quelque chose de vachement intéressant, il dit,
À force de rechercher finalement le symptôme, le patient s'est adapté à cette demande. Et donc, il est rentré dans le moule. Et donc, au lieu de dire je vais mal, il va solliciter quelqu'un pour dire j'ai mal. Or, il précise que très souvent, derrière un j'ai mal se cache un je vais mal. C'est la différence entre la douleur et la souffrance. Donc, avoir finalement ça à l'esprit, eh bien, ça nous positionne autrement. Et donc, quand on va aller voir le médecin, si on a conscience que derrière un j'ai mal se cache un je vais mal, quand je vais aller voir mon médecin pour un problème au dos, pour un problème d'inflammation, eh bien, je vais peut-être lui dire, docteur, j'ai une douleur dans le dos, c'est terrible. Et avant qu'il puisse dire, on va faire un examen, je vais vous faire un IRM, je vais vous envoyer vers un spécialiste, etc. Eh bien, peut-être qu'on va ajouter, mais vous savez, hein, comme dit la sagesse populaire, j'en ai plein le dos, docteur. Ah bon, mais vous avez plein de dos de quoi? Oh là là, si vous saviez, je fais tout ce que je peux pour tout le monde. Et personne tient compte de moi. Je suis la dernière roue de la charrette. J'en peux plus. Vraiment, mais je donne tout et ça va jamais. À mon travail, je fais le maximum. J'y arrive pas. Dans mon couple, il est toujours en train de me critiquer, etc. Bon. Et là, une fois qu'on a dit ça, eh bien, soit le thérapeute, le médecin est formé lui-même avec des pratiques. Et il va pouvoir peut-être investiguer, peut-être soit en hypnose, soit en psychothérapie, soit envoyer la personne vers un confrère en lui disant, essayez une thérapie de couple, essayez de comprendre pourquoi, mais oui madame, mais alors d'accord, vous faites tout, mais qu'est-ce que vous faites vous pour vous? Oh, ben rien docteur. Et combien de temps vous vous donnez par jour? Oh rien, vous savez, les enfants c'est important, mais est-ce que c'est plus important que vous? Ah ben oui, et pourquoi? Bah, mais madame, si vous disparaissez, vos enfants, ils n'ont plus personne. Et là, vous êtes en train de disparaître. Un, un enfant, il a besoin d'une mère en pleine forme. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour vous pour être en pleine forme? Ah, ben, ça fait longtemps, j'aimerais bien me mettre aux claquettes, j'aimerais bien faire du yoga. Et qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Ah, ben oui, mais bon, ça, bah, voilà. Et donc, cette réflexion, elle va faire son chemin et peut-être que la personne va repartir en disant, OK, bah, je donnais 40 euros pour, je sais pas moi, telle chose, etc. Je peux m'en passer. Mais à côté, je vais prendre un cours de danse qui me coûte peut-être 30 euros et je vais faire ce cours de danse pour me faire plaisir et prendre soin de moi et refaire circuler la vie, me donner du temps, parce qu'on commence par soi, par se donner du temps. Voilà. Et donc, j'ai quelqu'un comme ça qui m'a dit, c'est fou, depuis que j'ai lu votre livre, mon médecin m'écoute plus. Le médecin, il n'a pas changé. Le médecin, il s'est adapté à la position de la personne qui estime que finalement, quand il va voir son médecin, il a des choses à dire. Moi, c'est ce que j'ai adoré dans votre livre, hein, c'est la nuance. Hein. Il n'y a rien de dichotomique, c'est pas conventionnel, non conventionnel, c'est pas physique, émotionnel, c'est pas spirituel, physique. C'est vraiment la santé, le bien-être vu comme un tout global et qui nous invite à écouter davantage l'autre pour savoir où il en est. Merci, ça me touche. Qu'est-ce que vous avez, vous, envie comme médecine pour demain? Je rêve d'une médecine qui serait ouverte à tout, et ce n'est pas parce que finalement certaines pratiques ne sont pas expliquées par la science, validées par la science, on les jetterait à la poubelle. Il y a des choses bien à prendre avec les précautions d'usage, mais fions-nous à leurs résultats plus qu'aux preuves scientifiques. Aujourd'hui, la médecine classique, dite scientifique, euh, a obtenu ses lettres de noblesse, notamment parce que les médicaments euh, ont été mis sur le marché par des essais cliniques randomisés qu'on appelle ECR et qui sont comparés à un effet placebo. C'est-à-dire que on va prendre deux populations de personnes qui sont malades de la même maladie. D'un côté, au groupe A, on va leur donner un traitement avec un médicament que l'on a envie de tester.
Et à l'autre, on va donner un traitement euh, vide, du sucre dans une gélule, mais pas vide de sens, puisque il y a ce que Gérard Anselman appelle la croyance d'attente. C'est-à-dire que le médecin est convaincu qu'il a le bon traitement, le patient est convaincu qu'il a le bon traitement, et le patient est également convaincu que le soignant, pardon, est convaincu également que le patient a ses propres ressources pour guérir et que cet ensemble-là euh, fait qu'il se passe quelque chose de magique, comme l'évoque le professeur Osterman. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, mais le cerveau est capable de se mettre dans une position en fait, d'auto-guérison à l'intérieur du corps. euh, C'est-à-dire que le cerveau, je reprends, c'est-à-dire que le cerveau est capable de générer une auto-guérison à l'intérieur du corps. On ne sait pas comment, mais ça se passe dans 35% des cas en moyenne. Dans le cas de migraine ou de dépression, 70%, et dans le cas d'arthrose, 90%. Pas banal. Bon. Eh bien, euh, si on compare les deux populations, celle qui a pris le médicament et celle qui a pris la substance neutre, tout en étant persuadé que c'est le bon médicament, eh bien, si le médicament a, par exemple, 60% de réussite, alors que celui qui a pris le placebo n'a que 30 ou 35% de réussite, on dit que c'est significativement probant, et donc on va mettre le médicament sur le marché. Et donc on voit bien une chose, et c'est tout à fait paradoxal, c'est que le médicament, euh, à travers cet essai clinique randomisé, eh bien, est validé sur un processus psychique que l'on n'arrive pas à expliquer. Et donc, certaines pratiques thérapeutiques et également, reposent également sur des processus psychiques que l'on n'explique pas. Pourquoi d'un côté, on dirait telle pratique ne vaut rien parce qu'on ne peut pas l'expliquer scientifiquement, et de notre côté, on validerait un médicament au prétexte qu'il a été comparé à des résultats qui reposent sur une pratique psychique qu'on n'explique pas. Donc, euh, un peu plus de tolérance, d'ouverture. Voilà, le mot, pour généraliser, je dirais que si on pouvait s'ouvrir à d'autres choses, dans l'intérêt du patient, voilà. L'important, c'est d'aider le patient à trouver la thérapie la plus adaptée pour lui, et probablement que c'est un mélange entre plusieurs. Et donc, si on s'ouvre, finalement, on lui donne plus de possibilités de guérir ou d'aller mieux. Donc ça, c'est ça l'essentiel. Merci. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose pour terminer cet entretien? Hum, Je dirais que hum, je vais reprendre le principe du professeur Osterman qui, moi, m'a bouleversée, et je pense que ça fait partie des choses que je retiendrai probablement jusqu'à la fin de mes jours sur notre manière de se projeter face à la maladie. Euh, il m'a posé cette question hein, qu'on aborde dans le livre, c'est imaginons que vous êtes malade et que pendant la nuit, un guérisseur soit venu vous guérir et vous n'êtes absolument pas au courant. À quoi vous allez voir au réveil, vous êtes guéri. Comment vous allez vous sentir peut-être différemment dans mon corps. Alors peut-être, imaginons quelqu'un qui a mal au dos, il va dire, je vais me sentir plus droit, je vais pas m'en rendre compte tout de suite. Au bout de 3 jours, je vais me dire, mais je marche mieux. Ok. Quelle est la première personne qui, dans votre entourage, qui va se rendre compte que vous êtes guéri? Oh, ma femme ou mon mari il va me dire, mais tu te tiens plus droit, ou ah, tu fronces moins les sourcils, t'as peut-être moins de migraine. Ok. Qu'est-ce que Qu'est-ce que va vous dire cette personne qui se rend compte que vous allez?
ta meilleure mine qu'avant. T'as fait quelque chose? Tu reviens de vacances? Ou bien tu marches plus vite qu'avant? Qu'est-ce qui se passe? Et puis une quatrième question, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire que vous ne pouviez pas faire depuis que vous êtes guéri? Ainsi de suite. À travers ces questions, on voit bien que on est en train de se placer dans une position de je suis guéri, comment je m'en rends compte, et on se projette vers un sens de nous qui nous relions à une partie saine. Et j'ai envie voilà, de finir là-dessus en disant euh, à quel point ce cheminement que l'on propose est important parce que je n'avais jamais vu les choses ainsi. Mais finalement, euh, se projeter ainsi dans le moment où je suis guérie, je trouve que c'est une clé qui est un outil pratiquement à vie, d'une manière de concevoir la vie, le soin, la maladie autrement. Voilà, j'avais envie de terminer là-dessus. Bien, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Alors, si Merci. vous avez aimé cet entretien, pensez à le partager, à mettre un commentaire et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Merci et à bientôt. Merci encore, Natacha. Merci infiniment, Evelyne. J'ai adoré cet entretien. Merci.